en direct à LCN. On se rappelle de ce discours du controversé imam Adil Sharkawi. C'est le 28 octobre dernier à Montréal. On connaît ce personnage polarisant là, dans une manifestation en appui aux Palestiniens. Vous voyez les images. Il a parlé d'exterminer les ennemis du peuple de Gaza, notamment. Plusieurs ont dénoncé une véritable incitation à la haine. Le premier ministre a demandé aux policiers de faire leur travail. La GRC a demandé à poursuivre le travail du SPVM. Notre jour des analystes commence là-dessus. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Emmanuel, donc il y a du neuf dans ce dossier-là. Le Bloc québécois va déposer un projet de loi pour modifier les dispositions du Code criminel concernant le discours haineux. Oui, justement, ce que propose de faire le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, demain, c'est de refermer l'échappatoire qui existe actuellement dans le Code criminel et qui permet à quelqu'un comme Adil Sharkawi d'invoquer la liberté de religion comme prétexte pour ne pas être accusé de discours haineux ou comme défense, si jamais il l'était. Pourquoi? Parce que l'article du Code criminel dit que quelqu'un qui exprime une opinion sur un sujet religieux ou sur un texte religieux et qui croit que c'est vrai dans le fond de ses croyances, bien, cette personne-là ne peut pas être accusée. Or, selon plusieurs, c'est ce qui excuse et c'est ce qui explique justement des dérives comme celles qu'on a vues de la part de M. Sharkawi. Comment tu vois cette stratégie du Bloc, Mario? Bien, d'abord, je vais commencer par dire que cet article, moi, je l'ai appris avec étonnement, pour prendre le moindre mot, là. Avec énormément d'étonnement. Quand on a analysé l'affaire Sharkawi, je ne pouvais pas imaginer là, qu'il y avait ça, que dans le paragraphe de notre code criminel au Canada sur le discours haineux, il y avait un ajout de paragraphe pour faire une espèce là, c'est moins grave, là, si c'est une espèce d'exception, ou en tout cas d'amoindrissement de la gravité, si c'est en fonction de critères religieux. Et je trouve que le Bloc fait certainement œuvre utile en la matière, mais en même temps, c'est tout un test, parce qu'il faut comprendre à quel point c'est la vision du Canada, la vision du Canada de Trudeau, le père et des suites, là, que d'introduire la défense religieuse. Donc, c'est profondément idéologique, là, ce sur quoi le Bloc va mettre le doigt. Oui, et Paul, on s'attend à ce que le gouvernement soumette au vote le projet de loi. Oui, parce que c'est un projet de loi privé, comme le disait Emmanuel. Donc, le gouvernement aura une décision à prendre là-dessus. Mais pour bien comprendre un peu ce qui s'est passé, rappelons-nous, là, lors de ce discours, en fait, Sharkawi, l'imam autoproclamé, a prononcé deux discours, un en français et un autre en arabe. Et c'est lorsqu'il parle en arabe, c'est là où ça pose problème. Là. Rappelons-nous ce qu'il a dit. « Allah, charge-toi des agresseurs sionistes, charge-toi des ennemis du peuple de Gaza. Allah, recense-les tous, puis extermine-les et n'épargne aucun d'entre eux. » Ça, puis un appel direct au génocide, évidemment, Mario le soulignait, c'est l'évidence même. Sharkawi, qui n'est pas dénué d'intelligence tactique, dit « Attention, je ne faisais qu'une prière, je priais mon Dieu. » Et là, connaissez-vous un Dieu, quel qu'il soit, qui est prêt à exterminer un peuple au complet? Alors lui, il veut profiter de la brèche dans le code criminel, évidemment, et que tente de refermer le Bloc québécois. Moi aussi, j'ai hâte de voir la réaction des autres partis politiques. Il connaît son code, c'est sûr. Oui, ce qui est surprenant, c'est le silence du gouvernement sur cette espèce d'élément du code criminel. Il n'y a aucun ministre, le ministre de la Justice n'a certainement pas dit « Ah oui, à la lumière de ce que M. Sharkawi, il faudrait le revoir ». Pourquoi? Parce que depuis le début de ce conflit-là, dès qu'on parle de discours haineux, M. Trudeau fait comme une équivalence entre une certaine montée de l'islamophobie et la flambée de l'antisémitisme. Alors que les statistiques disent le contraire là, dans les faits. Puis je pense que le Bloc, en amenant ce débat-là, va forcer en vérité le reste de la classe politique à se positionner. C'est ça. Si un vote, tous les partis vont se mouiller. Ça va être intéressant de suivre ça de très près. Parlons de la grève. Les syndiqués de la FAE qui poursuivent leur grève générale illimitée, là, sans fond de grève. On entend qu'il y a des avancées aux tables, mais ça pourrait être long. On va écouter la présidente de la FAE. Il y a beaucoup de gens en ce moment sur les lignes de piquetage qui nous disent ça passe ou ça casse, mais nous serons dehors le temps qu'il faut. Donc, on peut s'attendre à être prêt à tenir le siège jusqu'à Noël s'il le faut. Bon, jusqu'à Noël, s'il le faut. Il y a des membres, il y a des parents aussi qui commencent à angoisser. Là, on s'inquiète pour les élèves aussi qui ont des besoins particuliers. Là.
Et c'est normal parce que le temps passe, surtout que les élèves, notamment au primaire et au début de secondaire, qui ont subi les affres de la pandémie. Mais là, on commence à... J'ai l'impression qu'au niveau des relations publiques, éducatives, le gouvernement commence à affûter ses arguments. Là, on entendait le ministre Drainville les exemples, par exemple, des salaires de profs là, qui sont versés à l'heure actuelle, 92 000 au sommet de l'échelle, qui montraient à 101 000 On est loin des conditions pitoyables et misérables que proclament les syndicats sur la place publique. J'ai hâte d'avoir la réaction. Et bon, évidemment, il y a ce sondage léger là, qui donne un appui très fort pour le moment de la population aux syndicats. Mais on verra au fil des heures et des jours, notamment sur la question de l'attribution des classes, la fermeture totale de la FAE sur l'idée de faire en sorte que les profs sachent à la fin mai quelles classes leur seront attribuées. Le syndicat qui refuse mordicus pourtant une idée qui tombe sous le sens. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Oui, parce qu'on se rappelle du Capharnaüm que ça a créé l'automne dernier, Mario. Oui, absolument. Mais c'est un bel exemple, ça. La question de la formation des groupes, la FAE dit, on n'est pas contre, là, complètement. C'est que c'est pas faisable. Le gouvernement comprend pas comment ça se forme les groupes. C'est une affaire qui se négocie à l'échelle locale. Donc, ils prennent pas ça de front, là. Ils disent que c'est quelque chose qui peut pas se négocier, alors que le gouvernement, lui, veut le négocier globalement, veut négocier des changements dans les règles syndicales. Mais eux, ils prennent pas ça de front. Mais sincèrement, la FAE, c'est une semaine cruciale pour eux, là, parce qu'ils jouent vraiment un qui tout double. En ayant lancé une grève générale illimitée, là, la semaine passée, tous les autres syndiqués étaient avec eux. Ils étaient appuyés par des milliers d'autres, des dizaines, des centaines de milliers d'autres syndiqués. Là, ils sont tout seuls dans la rue pendant que les autres syndicats disent « Nous, on laisse le conciliateur travailler, on laisse le travail de négociation se faire. » Fait que soit la FAE gagne, puis on va dire « Ils ont été agressifs, ils ont gagné », ou soit ils se retrouvent, gros gens comme devant, à faire la grève longtemps pendant que le gouvernement négocie plus avec les autres qui ne sont pas en grève. Oui. Vous restez là? On se reparle tout de suite après la pause du congrès de Québec solidaire, victoire d'Émilie Lessard-Terrien, mais aussi cette décision d'écarter les hommes pour les prochaines partielles, là, ça passe pas. Autrement dit, Cube Radio. Alors, Alexandre, tu me parles de Né N-E-Z. Oui, parce qu'il continue de se développer toutes sortes de choses. Puis c'est une start-up israélienne, entre autres, qui travaille sur un projet d'innovation assez spécial, merci, et oui, qui concerne le nez. Mais pas le nez humain comme on l'entend, un nez artificiel qui serait lié avec l'intelligence artificielle, elle aussi. Ce serait une espèce vraiment là, de nez, comme ça, qu'on fait artificiel du côté de Sensify, avec des capteurs chimiques dans le but de capter tout ce qui est des composés volatiles là, qui se dégagent, entre autres, mais des aliments. C'est la première application qu'on voit de tout ça. Pourquoi? Mais pour être capable d'identifier là, simplement avec le chimique là, qui se dégage d'un aliment, s'il y a des pathogènes à l'intérieur de l'aliment, comme la salmonelle, par exemple, le listeria ou le E. coli. Donc, le passé date aussi? Ben, un peu, si on t'ouvres veut. un plat dans ton frigo, puis tu mets le nez dedans. Puis Ben, exactement, parce que si là... la petite lumière rouge allume, tu jettes. Exactement. Là, ça pourrait, à terme, devenir une utilité de ce produit-là, qui, on se comprend, là, est au stade embryonnaire. Tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est encore des trucs qui sont là, au pas à pas. Là. C'est des pas d'enfant qu'on fait pour l'instant. Mais on pourrait analyser des données de toutes sortes qui sont captées par le nez, parce qu'il va être connecté avec un ordinateur qui analyse, grâce à l'intelligence artificielle, les composantes chimiques que tu vas détecter. Et là, oui, on va pouvoir détecter le passé date, ça c'est bien le fun, détecter les bactéries qu'il y a dans la nourriture, mais aussi dans le domaine médical, parce qu'il y a des bactéries, des pathogènes qui émettent eux aussi une signature chimique très forte, ce qui permet... Donc, la visite arrive chez vous, tu leur passes le nez d'en face, puis tu dis hey, toi, t'es malade, là, toi, tu traînes un pathogène, retourne chez vous, rentre pas dans ma maison. Ouais, peut-être moins de cet acabit-là, mais je suis content de voir que t'es audacieux avec les utilisations qu'on pourrait faire avec tout ça, Mario. Mais ce serait plutôt, par exemple, dans le domaine médical, de passer le capteur sur un échantillon de sang, passer le capteur sur un échantillon d'urine, par exemple, puis juste, là, sans avoir à passer dans une machine ou quoi que ce soit, là, t'ouvres le petit pot d'urine que quelqu'un t'a laissé, tu fais sniffer ton nez artificiel. Là, ça dit, t'as mangé des asperges. Ben là, ça, je pense que moi, mon nez pourrait le détecter. Ça, Marion, on n'aurait pas besoin du nez artificiel, mais c'est le genre, effectivement, là, d'application qu'on pourrait mettre autour de tout ça. On pourrait traiter des infections plus rapidement, avoir des résultats de tests plus rapides aussi, là, qui se détecteraient rapidement.
Puis dans une ville, application municipale aussi qui pourrait se faire, par exemple, pour surveiller la qualité de l'air. Si tu avais un nez, là, que tu laisses une coupe de nez sur des buildings dans la ville, puis tu es capable de détecter le smog. À Montréal, dans certains quartiers, tu le promènes, puis l'application te dit déménage. Exact, parce qu'elle peut pas sentir les travaux, Mario, mais si elle pouvait, je suis pas mal sûr qu'elle Non, mais de des prendre... petits quartiers, des petits coins de blocs moyennement propres, des petits tas de vidange moyennement propres à Montréal l'été, là, ça sent pas toujours bon. Oui, ça sent pas toujours bon, puis on en a vu des images de rats dans les dernières années aussi. Fait que, dans le fond, tu nous présentes un nouveau-né. Un nouveau-né, Mario. Merci, Alexandre. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On va revenir sur le congrès de Québec solidaire en fin de semaine qui a confirmé le choix de la nouvelle co-porte-parole. Un beau cadeau de fête, d'ailleurs, pour Émilise Lessard-Terrien. Mais sur le fil du rasoir, à devancer ses adversaires par quoi? 3, 4, 5 voix. On va y revenir. D'abord, cette directive d'exclure les hommes temporairement en cas de partiel. L'ex-candidat du parti d'Argent Talion, Olivier Bolduc, on le disait plutôt, a déchiré sa carte de membre. On l'écoute. C'était la goutte de trop. On risque d'éloigner beaucoup de candidatures, que ce soit des femmes ou des hommes, qui voudraient s'investir et donner du temps pour un parti comme Québec solidaire. On va demander à notre femme du panel ce qu'elle en pense. Moi, je vais vous dire, il n'y a personne qui a déchiré sa chemise quand Jean Charest a décrété que dorénavant, il faudrait que les conseils d'administration des sociétés d'État soient paritaires. Dans les faits, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'il y avait plein de personnes du monde des affaires qui méritaient, des hommes super talentueux, d'être nommés sur des conseils d'administration et qui ne l'ont pas été parce qu'ils étaient des hommes. Quand M. Legault décide qu'il veut la parité en termes de candidates, bien, il choisit volontairement des femmes dans des comtés gagnantes pour les nommer au Conseil des ministres. Ça veut dire qu'il y a des hommes de talent qui ne peuvent pas se présenter pour la CAQ et qui ne sont pas nommés au Conseil des ministres. La seule différence, c'est que dans les cas que je viens de vous mentionner, ça se passe en coulisses. On n'en parle pas. Puis là, il y a un parti politique qui assume de dire ce qui se fait déjà ailleurs et dans beaucoup d'autres endroits. Et ça, ça couvre énormément d'autres postes dans les universités, le monde du travail, partout. Fait que je vois vraiment pas c'est quoi le scandale. Mais il y a quand même une... Non, mais Emmanuel, il y a quand même une différence. C'est-à-dire que tu compares avec des nominations où on cherche quelqu'un, puis là, on dit, bien, si on veut une femme pour obtenir la parité, on cherche une femme, on nomme une femme. Dans ce cas-ci, c'est un processus électif. Québec solidaire ouvre des investitures dans les comtés. Alors, c'est comme si tu dis à une partie des gens qui ont leur carte de membre, t'es membre du parti dans tel comté, il y a une investiture, mais t'as même pas le droit de te présenter, t'as même pas le droit de soumettre ta candidature. Et le cas de M. Bolduc est intéressant. Les membres de la CAQ non plus, ils n'ont pas le droit de soumettre leur candidature. Ben, là, c'est le chef qui choisit. Là. C'est leur constitution de parti. Mais dans le cas de M. Bolduc, lui, par hasard, là, la députée dans son comté, la députée caquiste démissionne. Lui, il l'a pas choisi, c'est elle qui démissionne. Ça libère le comté. Lui, il arrive puis il dit, écoute un peu, moi, là, j'ai travaillé le comté, j'ai recruté les membres, j'ai monté l'organisation, j'ai bâti un programme pour le comté. Un an après, il y a une partielle qui s'ouvre. Pourquoi ce serait pas moi? Donc, la direction du parti avait essayé de le tasser, puis lui, il a retenu tête, puis il a gagné auprès des membres. Mais, tu sais, c'est pas simple dans une démocratie de dire à une partie des gens, t'as plus le droit, là. Ça pose d'autres problèmes. Mario met le doigt dessus. Au fond, c'est ce parti Québec solidaire qui dit faire de la politique autrement, puis très démocratique. Et les membres là-dedans, et les membres de Solidaire, là, ils n'ont plus le droit de choisir qui ils veulent. Je trouve que il y a une petite entorse au processus démocratique. Mais les membres de Solidaire, ils ont choisi ça. Alors, non, mais les délégués, attention, les délégués, pas les membres. Oui, mais... C'est pas là-dedans, mais attention, si on pousse la logique jusqu'au bout, est-ce que pourquoi il n'y aurait pas un référendum chez tous les membres de Solidaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, bref, parce que quand on souligne cette question-là, il y a plusieurs facettes à la problématique. Oui, en effet. Mais chose certaine, ça assombrit la fin du congrès. Moi, ce matin, à l'émission, je parlais du congrès comme une réussite qui était tout en positif. C'était juste du positif. Là, ça vient jeter une ombre au tableau. Oui, effectivement. Revenons justement au choix de la nouvelle co-porte-parole. Vous l'aviez vu venir? Non, je pense que... Non. Non. Mais c'est une boîte à surprise. Il faut faire preuve d'humilité, tu sais. Ouais. Non, mais c'était une boîte à surprise, disons-le, parce que, justement, autre paradoxe de Solidaire, là, parce qu'ils font de la politique à l'ancienne. C'est pas les membres qui ont voté, ce sont que des délégués. Donc, et je dois vous dire, là, même dans l'entourage de M. Nadeau-Dubois, même chez les candidates, elle ne le savait pas vraiment. Personne ne le savait vraiment, le portrait. D'ailleurs, c'est tellement serré, là, par 3 votes, là, peut-être 4. Le dernier précédent au Québec, Mario, j'ai fouillé un peu, là, puis quand t'es parti de l'ADQ, tu te rappelles de Gilles Taillon, il avait gagné par 2 votes.
Lui était resté en poste un mois, mais par deux votes. C'est président du Conseil du patronat. Mais c'est un bon choix. Ouais. Mais c'est un bon choix. Moi, je trouve, tu sais, c'est une femme extrêmement dynamique, qui a su se faire connaître, faire sa trace, qui vient de la ruralité. Moi, Ruba-Gazal, c'était vraiment, personnellement, je voyais vraiment un problème de dire, écoute, on s'est moqué dans le passé de Québec solidaire, un parti qui est le long de la ligne orange du métro de Montréal, là. Mais là, t'étais à 3 stations, là. Le comté de l'un, le comté de l'autre, t'es voisin de comté ou juste... Il y a un comté entre les deux. Ça faisait pas tellement représentatif de l'ensemble du territoire québécois. Là, tu vas chercher... Si Québec solidaire veut vraiment percer hors Montréal, continuer, puis ils ont commencé à le faire, moi, je trouvais que c'était un bon choix de ce point de vue-là. Et le fait que ce soit un non-élu, problème c'est sûr que ça va poser des défis, je pense. C'est certain, parce que premièrement, il va falloir aller piger dans les coffres pour lui payer un salaire, il va falloir organiser, puis il va falloir trouver une façon... Elle est co-porte-parole, hein? Donc, il faut trouver une façon qu'elle ait la même visibilité, le même poids, le même rayonnement que Gabriel Nadeau-Dubois, qui, lui, a le luxe d'être à l'Assemblée nationale. Moi, cependant, je trouve que ce que l'arrivée d'Émilie Lessard-Terrien apporte, c'est de maintenir ce yin et ce yang, si on veut, au sein du leadership de Québec solidaire, entre une professionnalisation importante de ce parti-là, mais en même temps, garder son cœur militant très actif. Et ça, c'est ce qu'elle offre. Ça va être intéressant de voir la dynamique entre les deux, entre M. Nadeau-Dubois et elle-même. Incidemment, elle sera au bilan avec moi à 19h, Émilie Lessard-Terrien. Oui, parfait. On vous écoute, on vous regarde. Merci. À demain, tous les trois. Au revoir. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Merci d'avoir été des nôtres. C'est ce qui complète cette émission. Je vous retrouve demain, 15h30. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.